Dans notre société occidentale, la notion de l'amour de soi est un paradoxe. Et je continue d'être surpris de voir et d'entendre la gêne occasionnée lors de mes conférences ou en consultation, dès que ce principe est mis en avant. S'aimer soi-même résonne négativement chez de nombreuses personnes, car il paraît comme une injonction à l'égocentrisme. C'est un paradoxe vivant dans une société où l'appartenance à la norme prime encore, où l'individualisme se confond avec l'individualité, où le narcissisme l'emporte sur l'altruisme. S'aimer soi-même, qu'est-ce que? Imaginez le scénario suivant. Tous les reproches que vous vous faites dans la journée seraient incarnés et une personne les représentant vous suivrait pas à pas. Insupportable, non? Je ne suis pas capable. Je suis mal habillé. Je ne vais jamais y arriver. Voilà les jugements qui nous accompagnent et qui barrent la route à ce 11e commandement. Aime-toi toi-même. Il ne faut pas bien sûr confondre le narcissisme avec l'amour de soi. Le narcissisme, c'est cet état d'amour excessif de l'image de soi, associant une survalorisation de soi et une dévalorisation de l'autre. Essayons d'avoir le désir de soi. Comment aimer l'autre sans avoir l'amour de soi? Pour le psychologue William James, auteur notamment de Précis de psychologie, l'amour de soi est le produit d'un écart suffisamment mince entre nos ambitions et nos réussites effectives. Les recherches les plus récentes récusent toutefois ce réalisme, montrant qu'il est préférable de ne pas avoir une vision trop lucide de soi-même et de ses véritables aptitudes. C'est un lent processus. L'amour de soi s'élabore tout au long du développement. Dans la relation aux personnes significatives, le plus souvent les parents. Et c'est à travers le regard qui est porté sur soi par ceux dont on dépend qu'on construit cet amour de soi. On intériorise ce regard aimant sur lequel on pourra prendre appui et affronter les difficultés. Regard qui permettra aussi de profiter et de goûter de ce que la vie a de bon. Pendant les premières années de sa vie de nourrisson, l'enfant va se construire avec l'observation du comportement des parents entre eux, et plus tard avec la relation que chacun d'eux va tisser avec lui. La scolarité aussi, bien sûr, va avoir son rôle à jouer, être récompensé ou sanctionné, et la société, à savoir si oui ou non nous sommes du bon côté de la barrière, va devenir un outil tranchant dans notre esprit, d'une appartenance ou d'une valorisation. Dans tous les cas, une erreur d'appréciation qui va brouiller notre rapport à nous-mêmes, car il introduit le principe de comparaison. L'altérité. Le principe même de la notation à l'école est la plupart du temps incompris et interprété. Une note n'est ni une sanction, ni une récompense. C'est une évaluation, c'est-à-dire la possibilité pour l'enseignant et l'élève de mesurer son rapport à l'apprentissage. Cette confusion va s'accentuer avec la situation de l'élève, dans la classe, premier, dernier, introduisant la notion de comparaison. La comparaison, puis la compétition, va tendre à la fois vers l'exclusion et la volonté de disparaître dans la norme, au détriment de notre identité. L'autre devient cet ennemi sournois qui réussirait mieux que nous, qui posséderait plus que nous. En bref, le seul défaut de l'autre, exister. Pourtant, pourquoi vouloir être parfait? Nous sommes déjà parfaits.
Une rose n'a pas besoin d'être autre chose. Elle est une rose, un point, c'est tout. Nous sommes alors persuadés qu'il nous faut ressembler à la norme pour être acceptés, et nous nions notre unicité, perdant ainsi notre identité. Et pourtant, lorsque la tolérance et la volonté de dépasser le jugement arrivent, c'est un formidable révélateur de nous-mêmes. Idéal. Différents facteurs contribuent à établir l'amour de soi et la question de l'idéal joue un rôle important. Chacun a ses idéaux. Fonder une famille, exercer un métier qu'on aime, avoir une maison, ainsi de suite. Dans les meilleurs cas, nos buts et nos idéaux sont à la hauteur de ce que l'on est. Ils sont réalisables. On ressort grandi lorsqu'on les atteint, fier de soi, avec un sentiment de compétence en prime et le sentiment qu'on est quelqu'un de bien. La psychothérapeute Marie-Claude Roy poursuit. Mais les aléas du développement font que l'idéal est parfois inadapté à ce que l'on est, qu'il est difficilement atteignable et nous renvoie à des limites qu'on n'accepte pas d'avoir. Un travail sur soi s'impose alors, travail de deuil qui seul donnera accès à une appréciation réaliste de soi, en tenant compte des vulnérabilités et des limites. Il s'agit en effet d'aimer ce que l'on est. C'est parfois différent de ce qu'on aurait aimé être. Un amour de soi approprié est en effet réaliste, c'est-à-dire qu'il permet d'apprécier les ressources et les limites dont on dispose, et rend possible l'investissement, c'est-à-dire ce que l'on est et ce que l'on a. Cela s'apprend. Le devoir d'aller plus loin. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est donc penser sa construction de la psyché, son rapport avec les autres pour cheminer vers la connaissance de soi. Apprendre à mieux s'aimer, c'est mieux se connaître. Paradoxalement, il est plus en plus difficile d'accéder à la mise en pratique de notre connaissance de nous, car nous sommes envahis d'informations. Quelle que soit la qualité des informations, et nous arrivons à un effet de saturation de la prise de conscience. Si nous comparons notre époque à un siècle en arrière, la belle aventure de la découverte de la psyché nous faisait, lorsque l'on pouvait adhérer, quasiment immédiatement à un changement de comportement. Car le processus était nouveau et révolutionnaire. 100 ans plus tard, nous avons à disposition une somme d'informations infinie. Les rayons des bibliothèques n'ont jamais été aussi fournis. Nos tablettes, smartphones, télévisions et autres écrans diffusent en permanence. Et nous sommes confrontés à notre incapacité à régler nos problèmes malgré notre connaissance de ceux-ci et de leurs origines. C'est donc par l'agir que nous devons passer, la practice, comme disaient les anciens. Quelques pistes, une boîte à outils. Le travail sur la connaissance de soi est un travail permanent, qui nécessite non pas une ascèse, mais des rendez-vous quotidiens. La méditation me semble être une des clés pour asseoir un changement de comportement. Méditer. Méditer, c'est accéder à l'apprentissage du changement. Si l'on porte son attention sur le travail du méditant, même débutant, on va découvrir que celui-ci concentrera son énergie sur un seul objectif: revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la respiration.
En quoi la respiration est-elle le point central de l'art de méditer? La respiration, c'est à la fois la vie et en même temps une manière de vivre. Lorsque vous inspirez, sans même vous en apercevoir, vous emmagasinez de l'air qui provient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre, l'humanité pourrait-on dire. Puis vous laissez quelque temps à l'intérieur de vos poumons, naturellement, et enfin, ce que vous expirez est en partie l'humanité, c'est-à-dire l'autre et une partie de vous que vous confiez à l'univers. Sans le savoir, vous communiquez. Et en laissant ce bavardage de la pensée aller et venir, lorsque vous méditez, vous revenez inexorablement et dans la plus parfaite acceptation à votre respiration. Vous vous habituez jour après jour à accepter la vie telle qu'elle est, malgré vos pensées. Et la vie est ce lent processus de la somme d'imprévus. À ne pas y prendre garde, vous pouvez être en permanence déstabilisé par cela et perdre confiance en vous. Ne plus vous aimer en songeant que vous êtes voué à un destin malheureux. Revenir invariablement à sa respiration, c'est se permettre de laisser les événements nous traverser, en les acceptant simplement, sans résistance, en gardant toute notre énergie à évoluer, et non pas à résister contre ce qui est. Donc, aimer inconditionnellement. L'instant présent. Être dans l'instant présent, c'est habiter son corps. Depuis que les traditions anciennes nous le proposent, sous de nombreuses formes, psaumes, prières, méditations, nous connaissons le pouvoir de l'instant présent. En effet, le passé est dépassé, le futur n'existe pas encore, et pourtant nous passons 90% de notre temps à être dans tout cela, dans cette illusion. Ne pas être dans l'instant présent, c'est vivre dans l'illusion, car nous sommes dans une interprétation de notre vie. Nous constatons une perte d'énergie liée à l'effort permanent qui nous invite à concentrer notre attention sur ce que nous ne pouvons changer, le passé, ou ce que nous ne possédons pas totalement dans nos mains, le futur. Vivre dans l'instant présent, c'est se réapproprier l'estime de nous, être en phase avec ce que nous sommes, capables de réfléchir de façon réaliste, et non dans le délire de l'euphorie ou du désespoir. Car à cet instant, ce sont nos émotions qui prennent le pouvoir. Un des exercices les plus simples pour se reconnecter à l'instant présent consiste à se servir de ces 5 sens pour revenir. Vous pouvez par exemple toucher un fauteuil dans lequel vous êtes assis, vous mettre à vous concentrer sur un parfum qui vous attire, monter le son d'une voix ou d'une musique que vous percevez, même au loin fixer votre interlocuteur et détailler chaque pan de son visage, et parfois déglutir pour prendre conscience du goût unique que vous connaissez et qui vous définit. Cet exercice précise votre identité. Cela vous rassure et vous permet de reprendre contact avec le présent. Extrait: Apprendre à mieux s'aimer soi-même.